Bienvenue sur le board. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques nouvelles de mon tournoi du Nordic Open que j'ai joué à Copenhague il y a moins d'une semaine. Et bien sûr, on va voir une petite position que j'y ai rencontrée. Alors, ça s'est très bien passé, hein, soyons clairs tout de suite. Si j'ai rien fait dans le principal, ayant été éliminé à la troisième ronde par le futur finaliste Alfredo Nunes, brésilien, j'ai en revanche été en finale du Super Jackpot face à Marcus Reinhardt, après avoir éliminé Dag Finslarheim, le très fort joueur norvégien, en demi-finale. Et bon, même si j'ai pas très bien joué la finale, c'est quand même un très bon résultat. Une finale de Super Jackpot, je rappelle que le Super Jackpot est généralement considéré comme l'événement le plus important après le principal. C'est pas tous les jours et donc ça fait plaisir. Par ailleurs, avec mon partenaire Alexis Vincent, nous avons été demi-finalistes du double consultation. On a été éliminé en demi-finale par les futurs vainqueurs, Sven Olaf Noren et Roland Sahlen. Il y a marqué Ronald, mais c'est Roland. Très fort joueur suédois. Je connais pas son partenaire très bien en tout cas, mais Roland Sahlen est un des meilleurs joueurs suédois et il est connu sous le pseudo tout simplement de Sahlen sur Backgammon Galaxy. Il est tout le temps dans les meilleurs. J'ai joué un nombre incalculable de matchs contre lui. C'est un très bon joueur. On a très bien joué cette demi-finale, mais on a vraiment pas eu de chance et on a été éliminé. Bon, ils ont pas démérité non plus. Voilà. Et par ailleurs, donc, suite à ce tournoi, mes matchs ont été envoyés comme d'habitude au BMAB et je suis passé G2. J'ai donc obtenu le grade supérieur à celui que j'avais. J'étais grand maître 3, donc G3. Et maintenant, je suis passé grand maître 2. Donc, bon. Alors, c'était pas vraiment un objectif. J'avais déjà été pas très loin du titre. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Hein. Je vais pas cracher dessus. Je suis assez content. Ça montre une certaine progression chez moi. Même si il y a quand même encore beaucoup d'erreurs dans mon jeu et c'est une bonne chose puisque j'ai une marge de progression assez importante, je pense, parce qu'il y a beaucoup de déchets encore. Voilà. Mais donc globalement un bon tournoi et sans plus attendre, je vais cesser ce petit récapitulatif pour tout de suite nous plonger dans un match. Alors après avoir éliminé mon coéquipier Alain Babillon à la première ronde, à l'issue d'un match où on a tous les deux pas mal joué, j'ai eu la chance de l'emporter. Je me retrouve face à Oliver Squire pour la deuxième ronde. Alors Oliver Squire, c'est un très très fort joueur, hein, il est G2, comme moi désormais, c'est un peu l'étoile montante du backgammon anglais, hein, il a eu des résultats vraiment très impressionnants récemment. C'est un joueur pour lequel j'avais beaucoup de respect avant même de le rencontrer. J'avais, dans la préparation pour le match, regardé son match de la première ronde de la veille, dans laquelle il avait très bien joué. Et si j'avais pu avoir une information que j'avais notée, c'est que c'était pas la peine d'essayer de le bluffer. Hein. J'avais noté que sur les vidéos très élevées, il était assez solide, et même très solide, et il n'avait pas peur sous prétexte que le vidéo était très élevé. Il en avait eu quelques-uns à 8 dans le match précédent, et donc j'avais conclu que face à lui, s'il avait un défaut, c'était plutôt de trop prendre que le contraire. Et donc j'allais pas utiliser le bluff, chose que j'utilise parfois contre des joueurs moins forts ou moins solides psychologiquement, on va dire. Voilà. Alors après 2 parties, avec un peu de chance et quelques bonnes décisions, je me retrouve à mener 12-0. Alors c'est pas tous les jours qu'on mène 12-0 dans un match donc en 17. Hein. Et une des grandes difficultés de ces matchs longs, c'est comme ça des scores très asymétriques, où on sait pas trop comment gérer le vidéo en particulier. On doit être plus prudent certes, mais à quel point on peut pas non plus ne jamais doubler, on peut pas non plus toujours passer, voilà. Donc c'est assez difficile à gérer, et c'est ça qui rend ces matchs
aussi long, assez intéressant. Et c'est une des raisons pour laquelle j'avais sélectionné le Nordic Open sur mon agenda, donc qui propose ces matchs en 17. Bien. Donc je mène 12-0, moins 5, moins 17. J'ai une position avantageuse avec le vidéo chez moi. Bon, il est encore tôt pour envoyer, même si j'y réfléchis. Je tire 5 et 4, pas de folie. Je vais cacher mes pions. Je trouvais ça amusant de vous mettre la chose comme elle s'est déroulée. Je vais accélérer un peu quand même. Je réfléchis un peu, mais je joue ça quand même. Il planque son pion et garde le contrôle à l'extérieur. Je tire 5 et As, pick and pass. Tchouk tchouk. Et là, il fait gala. Et c'est la position qui nous intéresse. Et là, j'y réfléchis très longuement. Alors, je vous propose d'y réfléchir aussi. C'est une décision difficile. Hein. Je rappelle les données du problème. Je mène 12-0, match en 17. Donc, moins 5, moins 17 en score normalisé. J'ai le vidéo à 2 chez moi, j'hésite à redoubler. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent aucun indice, arrêtez la vidéo tout de suite et réfléchissez. Je peux vous donner un petit indice. Alors, une chose dont il faut être très conscient déjà, c'est que si on envoie à 4 et qu'il prend, doit-il prendre? C'est une question, hein, mais si il était amené à prendre, il redoublerait à la moindre opportunité. Hein. Il renverra à 8, puisque 4 points m'amènerait virtuellement à 16 points, match en 17. Donc il aurait besoin de pas grand-chose pour envoyer ce vidéo à 8, qui pourrait lui permettre de remonter dans le match. Hein. S'il arrive à 12-8, eh ben, c'est un match complètement différent d'un match où j'ai 12 points d'avance, évidemment. Bon. Cependant, on peut pas non plus exclure que ce soit un pass. Hein. On peut pas exclure non plus que ce soit très proche d'un pass au point que je doive doubler. Voilà. Alors, pour vous donner un indice supplémentaire, j'ai estimé dans la partie qu'il devait prendre pas très loin de 10%, probablement un peu en dessous. Voilà. S'il a 10% de chance de gagner dans cette position, un peu moins. Je pensais plutôt 9 ou 9,5 pendant la partie en réalité. Eh bien, il doit prendre. Voilà. A-t-il cette espérance de gain? Dois-je doubler? C'est ce que nous allons analyser ensemble dans quelques instants. Voici donc la position transposée sur Extreme Gammon. Et voici la manière dont j'ai abordé la question. La première chose à considérer, c'est l'équité de course de notre adversaire. Il a un peu plus de 20 points de retard, même si j'ai du gaspillage. Il va faire gala une fois sur deux. Et je pense qu'on peut assez rapidement conclure que son équité de course ne suffit pas à prendre. C'est-à-dire que s'il n'a que ça, on n'arrivera jamais aux 10%, ni même aux 9%. Bon. Il est donc tentant de doubler sans se poser de questions. Après tout, on a une course extraordinaire et en plus il est à la barre. Bon, mais est-ce un si grand désavantage que ça d'être à la barre? C'est là que l'analyse concrète rentre en ligne de compte. On doit voir les autres chances qu'il a de gagner la partie, liées au fait que ma structure est un peu dévalorisée. Alors il y a des choses très concrètes qui peuvent se produire. Par exemple, si je tire 5 et 4, je laisse une frappe tout de suite. Donc imaginons que j'ai doublé et qui tire l'as. Bon, en fait, il va pas tirer l'as. Si j'ai envoyé à 4, il va renvoyer à 8 et après peut-être tirer l'as. Bon. Donc 5-4, c'est un mauvais jet. Et il y a un jet très très grave aussi. Le genre de jet qu'il faut noter parce que c'est un jet charnière, qui est 6-5. Alors 6-5, c'est assez terrible parce qu'il n'y a que deux coups légaux. Le premier, c'est jouer le 6, puis jouer le 5, qui offre une double frappe directe.
dans laquelle il va doubler bien sûr avant de jouer, frapper plus d'une fois sur deux, et même parfois faire gammon. Alors s'il marque 16 points sur cette partie, ça sera très 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 grave. D'accord ? L'autre possibilité, qui est sans doute meilleure, c'est de jouer le 5 et de sortir le 6. Il y a un peu plus de frappe, puisqu'il y a l'As-4 en plus. Mais au moins on ne sera pas gammon, donc il ne peut pas marquer 16 points, en ayant sorti le pion. Donc on ne peut jamais être gammon dans celle-là. Très bien. Cependant, bon, il y a quand même beaucoup de chances de gagner. Hein. Une frappe en gros, ça gagne, hein, pour être très, très caricatural. Bon. Alors ça fait 4G problématique, dont une très problématique, où il renvoie tout de suite. Bon. Bon, mais je suis pas forcé de tirer ces G, ces très mauvais G. Qu'est-ce que ça ajoute ? Est-ce que ça ajoute suffisamment pour atteindre le fameux palier où il doit prendre, et pour s'en éloigner suffisamment pour que ce soit même pas un double ? Bon. Alors déjà je considère que vu le score, je dois probablement doubler assez proche du point où il passe. C'est-à-dire que la fenêtre de double, comme on appelle ça, je vous ai promis une vidéo sur les bases du double, je reparlerai de ça. La fenêtre de double est petite. Bon. C'est-à-dire que s'il doit prendre à 10%, mettons, s'il a 14%, faut pas que je double. Hein. Voilà. La fenêtre est beaucoup plus réduite que ça. Est-ce qu'il y a un autre problème dans cette position ? Oui, il y a un gros problème qui change tout et qu'il faut identifier. C'est que, mettons que je tire un G que je vais qualifier de normal. Je tire 5 et 1. Donc je mets mon pion à l'abri. Il refait gala, ou il tire un As, ce qui revient à peu près au même. À ce moment-là, j'ai une terrible faiblesse sur le point 6. Et la structure très particulière des trous combinés au 5 et à l'As fait que tous les 5 sont mauvais, à l'exception de double 5. Je tire 6-5, cette position, je vais devoir mettre un des deux pions à l'As. Je tire 5 et As, 5 et 2, 5 et 3, 5 et 4. Dans tous les cas, j'offre une frappe directe, avant laquelle il peut redoubler. Ok ? Ça fait beaucoup de combinaisons, c'est un scénario très probable, ça. Hein ? Sachant que c'est pratiquement tous les G qui rentrent. Alors, je peux aussi rentrer au point 6, mais ça ne fait que différer le problème. Hein. Alors, peut-être ça, c'est meilleur. Là, on voit que 6-5 offre une double frappe directe. Et puis, voilà, on a aussi, bon là, il y a aussi 6-3 par exemple. Mais si le prochain coup, j'enlève ce petit pion du point 6, le problème sera différé dans le futur. Alors, ça lui donne quelques occasions de partir. Mais bon. C'est quand même une structure assez dangereuse. Moins qu'avec les deux pions sur le point 6 comme dans cette position, mais tout de même dangereuse. Alors cette position est plus dangereuse qu'il n'y paraît, en fait. Voilà le message que je veux faire passer avec ces histoires de 5. On peut rajouter le 6 et As, qui est assez problématique. Et puis là, j'ai tiré 5 As, qui est peut-être un des meilleurs, mais imaginons que je tire 5 et 2, par exemple. Eh bien, là, il y aura aussi tous les doubles. Bon. On pourrait... imaginons que j'ai commencé par... Je ne sais pas. Bon. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors, il y a une équité de course qui existe, qu'il ne faut pas négliger. Est-elle de 5% ou de plus ? Je ne sais pas, mais elle existe. Il y a la possibilité qu'il ait une frappe tout de suite après 5-4, ou, très grave, une double frappe directe tout de suite après 6-5. Et il y a ces problèmes qui vont perdurer dans le temps, au moins sur 2 coups, parfois sur 3, de 5 sur le point 6. Le problème structurel des blancs est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Et ça nous amène à une conclusion. Les blancs ne doivent pas doubler.
les noirs ont trop d'espérance de gain au score. Évidemment, à 0-0, ça sera un gros double et un gros pass, il n'y a pas de question là-dessus. Mais à un score où le take point est avoisine et même en dessous de 10%, on ne doit pas doubler parce qu'il y a juste trop de combinaisons. Tout ça combiné. Dans la partie, après une longue réflexion, j'ai décidé de ne pas doubler. Je suis très content de cette décision. J'ai tiré 5-2. Mon adversaire a répondu à C6. Et dans cette position, il n'a plus que la course. Une vue un peu superficielle pourrait nous faire penser que 5 et 2 et A6, c'est 2 G qui se compensent à peu près et que l'expérience de gain n'a pas bougé. Mais toute cette équité de frappe, cette équité de contrôle qu'il avait au coup précédent, n'existe plus. Et par conséquent, il n'y a plus que l'équité de course. Encore faut-il être capable de l'estimer. Mais bon, avec un peu de... j'allais dire d'expérience, avec un peu de boulot en fait. Avec un peu de boulot, il n'est pas très dur de se rendre compte qu'elle est en dessous nettement de 10%. Et donc, d'en arriver à la conclusion qu'il faut redoubler dans cette position. Maintenant. Et pas le coup d'avant. Double. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui au score vont se dire je double jamais, c'est trop dangereux, mais si c'est un pass, il faut pas lui permettre de jouer la position. Bon. Et mon adversaire, après une réflexion assez importante, et c'est normal, hein, c'est une décision très importante pour le match, a décidé de passer, me laissant mener 14-0 avec un avantage décisif dans ce match que j'ai fini par remporter face à ce très fort adversaire. Ces décisions étaient-elles si importantes? Était-ce un gros écart en fait si j'avais doublé dans cette position en me disant bon, d'une part je peux le bluffer et puis d'autre part même c'est peut-être un pass, j'ai quand même une très forte position, ce genre de choses. Voyons ça. Si j'avais eu doublé dans cette position, je vous ai pas mis la petite bannière, je vais mettre la petite bannière là. Si j'avais eu doublé dans cette position, c'était une erreur à moins de 300. Une des plus grosses erreurs qu'on peut faire au backgammon, hein, soyons clairs. Ça m'aurait fait perdre plus d'1% de chance de gagner le match. Ça peut paraître pas beaucoup, mais sur un match en 17, 1% sur une seule décision, hein, alors que vous avez tellement de décisions dans le match, c'est pas ridicule du tout. Hein. Bon. Sauf à imaginer qu'il puisse passer, mais comme je vous l'ai dit en introduction, j'avais considéré que c'était pas le genre de joueur avec lequel il fallait s'amuser à ce type de choses. Voilà. Et le coup d'après, donc 5-2. Alors là, attendez, avant le coup d'après, dans cette position, donc mon adversaire a 17% de chance de gain. Hein. Je pense que c'est un chiffre que personne n'aurait pu donner, en tout cas très peu de gens, sans ce type d'analyse concrète et précise de eh bien, le 5-4, le 6-5, les problèmes subséquents sur le point 6 ajoutés à l'équité de course, etc. Hein. Aurais-je pu donner ce chiffre exactement moi-même? Non, hein, franchement. Mais j'ai accumulé assez de données sur la position, on va dire, pour conclure qu'il avait nettement plus que les 10%. Et c'est tout ce qu'il me fallait. J'ai joué mon 5-2, il a tiré son A6, et comme je vous l'ai dit, redouble passe. Et là, il est autour de 6%, un peu moins de 6% en réalité, et doit donc concéder les 2 points, me permettant de mener 14-0 et d'entamer la suite du match sous de meilleurs auspices. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. C'est des positions qui sont assez difficiles techniquement parlant, hein. Les positions, les décisions de cube faisant appel à des connaissances sur la gestion du score et en particulier des écarts aussi importants, aussi asymétriques que mener 12-0 dans un match en 17 sont très rares et font partie des choses les plus dures à gérer au backgammon. J'espère toutefois avoir pu vous montrer comment on peut réfléchir, comment on peut s'orienter dans une position complètement inconnue, identifier une faiblesse comme celle du point 6 dans cette structure.
Comment on réfléchit. Je suis assez fier de ces deux décisions, de n'avoir pas doublé le premier coup et d'avoir doublé le suivant. Je pense que c'est des décisions difficiles qui montrent que j'ai un peu progressé. Je suis pas du tout sûr que j'aurais pu les trouver il y a encore quelques années. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des trucs. Je n'oublie pas que je vous ai promis une vidéo sur les bases du Vido. Je la ferai d'ici la semaine prochaine, je sais pas exactement quand. D'ici là, je ferai probablement un stream jeudi après-midi. Et voilà. Alors mardi, j'ai un match en WBIF en Champions Cup contre un très bon joueur mardi soir. Donc je ferai pas de stream mardi, je ferai jeudi. Voilà. Et bon, de toute façon, vous pouvez vous attendre à avoir quelques nouvelles de ma part dans les jours, les semaines qui viennent. C'est une promesse. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine, et surtout, ne faites pas trop de blunders.